Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, il n'y a pas d'ethnie génocidaire au Burundi. C'est la réponse d'Évariste Ndayishimiye à la commission Vérité et Réconciliation, dont le rapport de la semaine dernière qualifiait les événements des années 70 dans son pays de génocide contre les Hutus. Nous l'entendrons dans ce journal. À 10 jours de la CAN qui se tiendra au Cameroun, des interrogations montent concernant l'aspect sécuritaire, notamment dans la zone anglophone en proie à des violences et qui doit accueillir des matchs. Reportage à suivre auprès des professionnels et des fans de football déterminés à maintenir la compétition. Et ce soir, une invitée globe-trotteuse, Sandy Abena, elle s'est lancée dans un défi très original. 10 pays en 10 mois en Afrique. Une jeune femme qui voyage seule est bien décidée à déconstruire le voyage et le tourisme en Afrique. Restez avec nous, elle nous donnera des conseils pratiques de voyage. On ouvre ce journal par les déclarations du président burundais à propos des événements qui ont eu lieu dans son pays entre 1972 et 1973 et récemment qualifiés de génocide contre les Hutus par une commission Vérité et Réconciliation qui a émis un rapport il y a quelques jours. Évariste Ndayishimiye a déclaré qu'il n'y avait pas d'ethnie génocidaire dans son pays. On l'écoute. Ne soyons pas émotifs. Il n'y a pas d'ethnie génocidaire au Burundi. Aucune ethnie n'a commis de génocide. Comment une ethnie peut-elle tuer des milliers de gens sans que les autorités ne s'en aperçoivent ? Le génocide est puni par le code pénal burundais. Que vient faire la communauté internationale ? Est-ce le juge du Burundi ? C'est ça qui désoriente les gens. L'ONU n'est pas le gouvernement du Burundi. Et on a appris plus tôt, un humanitaire nigérian qui travaille pour une ONG française a été enlevé près de Gao au Mali. Il a été kidnappé par des hommes armés dans la nuit de mardi à mercredi. L'identité des ravisseurs est toujours inconnue. On passe à la Guinée où des organisations de la société civile proposent une durée de 24 mois pour, je cite, une transition réussie depuis le putsch qui a renversé Alpha Condé le 5 septembre dernier par le colonel Doumbouya. Le pays était en attente d'une date de reprise du pouvoir par les civils, une date que le chef de la junte refuse pour l'heure de communiquer. Écoutons Bangali Camara de l'Alliance citoyenne pour la transition en Guinée. L'Alliance citoyenne pour la transition, partie intégrante des forces vives de la nation, propose une durée de 24 mois. Les 18 premiers mois seront consacrés à la mise en place des organes de la transition, l'élaboration du projet de constitution. Les 6 derniers mois, quant à eux, seront consacrés à l'organisation des élections communales et communautaires, suivies du couplage des législatives et de la présidentielle. La Coupe d'Afrique des Nations débutera le 9 janvier au Cameroun et des inquiétudes pèsent sur la sécurité, notamment dans les régions anglophones. Cette zone doit abriter certaines rencontres de poules. À l'approche de la compétition, 5 explosions ont eu lieu déjà dans la ville de Buea. Un climat de menace sécuritaire qui n'entame pas la détermination des forces de sécurité, des commerçants et des fans de foot. Reportage de Tony Minga, Michel Vondo et Simon Batoum. Sur cette artère de Buea, une patrouille de Bir, l'unité d'élite de l'armée camerounaise, mobilisée pour sécuriser cette ville anglophone à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On a un des postes qu'on va voir tout à l'heure qui nous permet de cadrer la ville. En véhicule blindé ou à pied, les hommes du colonel Maïdouan multiplient les patrouilles, notamment dans ce quartier ciblé par de récents attentats attribués à des groupes de séparatistes anglophones. En guerre depuis 5 ans contre le régime de Paul Biya, il menace désormais de s'en prendre au tournoi. Alors ici ça va ? Ça va bien, on connaît le jeu. D'où cette surveillance renforcée autour de ce stade où vont s'entraîner les équipes du groupe F. Un dispositif tenu secret, mais qui se veut dissuasif. Le BI a, n'est-ce pas, pris certaines dispositions pour permettre que la CAN se déroule dans de très bonnes conditions et pour également ne donner aucune chance aux forces d'opposition de perturber cette CAN-là. 22 km plus loin,
la cité balnéaire de Limbé qui accueillera les matchs de cette poule. Cet hôtel s'apprête à recevoir les délégations officielles de la Tunisie et de la Mauritanie. Sa patronne veille en particulier sur son dispositif sécuritaire. Là, il y a le plan d'urgence. Malgré les menaces des séparatistes, elle se montre optimiste. Nous avons une compagnie de sécurité, en plus de l'armée qui nous assiste et qui nous accompagne tout le temps, pour qu'on puisse jeter au loin tous ces séparatistes qui veulent nous gâter la fête. Dans ce Cameroun anglophone, comme dans le reste du pays, la CAN ne suscite pas encore de ferveur populaire. Mais au marché de Limbé, les commerçants comme Frédéric rêvent toujours de faire de bonnes affaires. We are really afraid that there is insecurity, but I should make money during this period so that I also have enough to feed my family. Rendez-vous le 12 janvier pour la première journée de la poule F dans cette ville de Limbé qui a déjà accueilli en 2020 une autre compétition africaine de football, à l'époque sans incident. À présent, notre invitée de ce soir, une jeune Guadeloupéenne passionnée de voyage, Sandy Abena de la plateforme Abena Africa, qui s'est lancée un défi, faire 10 pays africains seule en 10 mois. Elle a déjà parcouru 7 pays et avant de repartir dès demain vers sa prochaine destination, elle fait une halte chez nous. Sandy, merci de nous retrouver sur France 24 dans le Journal de l'Afrique. Dites-nous d'abord comment est né ce projet. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Alors ce projet est né tout simplement parce que j'avais la volonté de déconstruire l'image qu'on se fait de l'Afrique, l'image qu'on se fait plus particulièrement du tourisme en Afrique. Aujourd'hui, quand on pense vacances, on pense New York, Bali, Miami. Je veux que demain, on pense Côte d'Ivoire, Sénégal, Mozambique, Malawi, etc. Oui, alors vous avez raison, il faut déconstruire cette image du tourisme en Afrique. Et alors dites-nous, comment c'est justement de voyager seule en tant que femme noire précisément, sur le continent africain ? Alors, je pense que moi, je voyage seule en tant que femme noire caribéenne, dans le sens où, quand je rencontre les gens dans les pays où je suis, ah, vous venez de Guadeloupe, ah, mais c'est où ? Donc, ah, c'est ma sœur de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, il y a vraiment ce lien de fraternité qui se fait. Et vraiment, voyager en tant que femme seule, je me sens... J'ai connu beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accompagnement, que ce soit dans ma recherche de logement, que ce soit dans la mise en place de mes itinéraires. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, c'était vraiment... souvent, beaucoup de sécurité, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accompagnement. J'ai jamais eu aucun problème pour l'instant. Bah, tant mieux, tant mieux. Vous avez déjà fait donc 7 pays. Dites-nous d'abord peut-être le pays qui vous a le plus surpris. Le pays pour lequel j'ai été la plus surprise, c'est vraiment le Cameroun. Parce que déjà, beaucoup de gens me disaient, bon, le Cameroun, il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Finalement, je pense que c'est le pays où j'ai eu le plus de choses à faire. Et quand on me disait que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, je pensais que c'était un petit slogan marketing pour nous inciter à venir. Mais en fait, c'est vrai. Le Cameroun, c'est vraiment l'Afrique en miniature. Tout ce qu'on peut voir, toutes les merveilles d'Afrique qu'on peut voir sur le continent, on les retrouve au Cameroun, que ce soit au niveau culturel, au niveau des paysages, au niveau spirituel. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment le pays qui m'a le plus marqué pour l'instant. Et alors, celui qui vous a, dont vous direz qu'il gagne à être connu parce que son image de pays accueillant ou touristique n'est pas forcément établie, lequel ? Bon, en Afrique, il y a déjà les pays un peu connus, l'Afrique du Sud, le Kenya, il y a ceux qui sont en train de monter, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Je pense que le pays qui est vraiment sous-estimé pour l'instant, c'est le Bénin. C'est un pays qui est magnifique, c'est un pays qui est super simple à voyager. Par rapport à tous les pays que j'ai fait, je pense que c'est celui où j'ai trouvé le plus de facilité à voyager. C'est quand même un pays où on a la mer en pleine capitale. Donc je pense que c'est vraiment le pays qui, selon moi, en 2022, devrait encore plus être mis en avant. Alors, on a vu les pays qui sont surprenants, tout ça, mais alors Sandy, on a envie de savoir, donnez-nous des conseils pratiques si on veut voyager, voilà, quels sont les conseils simples si on veut voyager en Afrique, qui que ce soit d'ailleurs, hein. D'accord. Premier conseil, partez au bon moment. Ici, on parle d'été, automne, hiver. Sur le continent, on parle de saison des pluies, saison sèche, donc partez au bon moment. N'allez pas dans le pays au moment où il pleut des cordes. Un autre conseil qui est assez important, c'est n'hésitez pas à faire appel à des guides locaux. On a beaucoup de monuments incontournables qu'on veut voir quand on va dans un pays. Le fait de faire appel à un guide local, ça nous fait aussi, on voit aussi tout ce qu'il y a autour de ce monument, tout ce qu'il y a autour de l'endroit où on est particulièrement, donc ça peut être intéressant.
Le conseil le plus important, j'aurais même dû commencer par celui-là, c'est cassez vos préjugés. Cassez les préjugés que vous avez sur l'Afrique. On pense toujours qu'on va tout le temps nous arnaquer ou que c'est pas safe, etc. Allez-y sans les préjugés que vous avez et je pense que vous passerez un meilleur moment. Et si je peux ajouter un dernier conseil, c'est au niveau purement administratif. Il y a certains pays comme la Tanzanie ou le Rwanda où on peut avoir le visa le jour même en arrivant. Il y en a d'autres où il faut faire un petit peu plus d'administration. Je pense au Cameroun, je pense à la RDC. Donc, n'hésitez pas à anticiper ce point-là si vous voulez aller voyager sur le continent. Alors justement, comment, pour préparer le voyage, comment vous avez financé ce voyage? Dites-nous. Et est-ce que ça coûte cher aussi de voyager sur le continent africain? Ça coûte cher, ça dépend de ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Il y a des Airbnb, il y a du couchsurfing, il y a des moyens très simples de voyager à petits coûts sur le continent. Après, voyager sur une longue durée, forcément, c'est un coût. Moi, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Donc, pour l'instant, je voyage sur mes économies, sur les économies de toute une vie. Pendant mon voyage, j'ai aussi lancé une cagnotte pour les personnes qui veulent me soutenir et je les en remercie. Mais c'est vrai que je me suis lancée dans ce projet avec mes économies. Et alors, pour vous soutenir, justement, il faut aller sur votre plateforme Aben Africa que vous avez lancée. Justement, quel est le but de cette plateforme? Le but de cette plateforme, c'est une plateforme qui est dédiée à l'histoire et les cultures des communautés noires. Aujourd'hui, je le fais par le voyage, mais je ne montre pas uniquement des beaux paysages, je ne donne pas uniquement des conseils voyage. L'idée, c'est de connaître notre histoire et nos cultures à travers le voyage. Si je vais au Bénin, je vais parler des grands hommes et des grandes femmes du Bénin. Si je vais au Cameroun, je vais parler de la culture, de tout l'aspect culinaire du Cameroun. Si je vais au Mozambique, je vais parler de l'histoire du Mozambique. Donc, c'est vraiment, voyageons dans nos pays, mais surtout, faisons la démarche de nous connaître, nous, mieux aussi. Merci beaucoup pour ces conseils. Vous donnez envie, évidemment, d'aller sur le continent et de découvrir tous ces pays absolument magnifiques. Merci beaucoup, Sandy Abena, d'être venue et de vous être arrêtée dans ce journal de l'Afrique. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. On reste dans la découverte et on se rend au Sénégal. Des jardins circulaires permettent de cultiver des fruits, légumes, plantes médicinales en plein désert. Ils sont issus de l'initiative de la Grande Muraille Verte, créée en 2007 par l'Union africaine et financée par les Nations Unies. Et malgré des avancées multiples, le projet reste loin des objectifs fixés pour 2030. Laurent Bersécher. La terre est sèche et caillouteuse. Mais ces agriculteurs travaillent d'arrache-pied pour y faire naître une oasis de verdure. En reproduisant les écosystèmes naturels, ces jardins circulaires permettent à plusieurs variétés d'arbres et de plantes de pousser côte à côte, un concept de permaculture que cet ingénieur en agroalimentaire a popularisé dans le village de Boki Diawé au nord-est du Sénégal. Donc ici vous avez les plantes médicinales sur le premier plan. Les 3 plans là sont dédiés aux légumes. Une variété de légumes, les papayes, les limons, les citronniers et les citruses, les anacardiers, les natifs, les fertilitaires et au fond, le baobab et les caïcédras qui sont plus grands. En à peine 7 mois, une vingtaine de jardins circulaires ont vu le jour dans le désert sénégalais. Ils permettent de cultiver une terre longtemps considérée comme trop aride et de faire reculer la désertification. Mais ce sont aussi des sources de nourriture et de revenus pour les communautés. Moussa Camara a vu ses recettes augmenter avec les premières récoltes. Il espère que ce genre d'initiative permettra à plus de Sénégalais de s'investir dans l'agriculture au lieu d'aller tenter leur chance en ville ou à l'étranger. Les jardins circulaires font partie de l'initiative de la Grande Muraille Verte, un ambitieux projet lancé en 2007 par l'Union africaine qui vise à reboiser une bande de 8000 km de désert allant du Sénégal à Djibouti et traversant pas moins de 11 pays. Mais près de 15 ans après sa création, l'initiative reste à la traîne. Selon le dernier bilan, il faudrait multiplier par 4 le rythme actuel du reboisement pour arriver à atteindre l'objectif affiché de restaurer 100 millions d'hectares de terre d'ici 2030. C'est sur ces images que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et en particulier ceux de Bujumbura à Yaoundé en passant par Sao Tomé. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.